Et un invité exceptionnel, on est ravi d'accueillir dans Rotten sans flamme Zach Nani, créateur de contenu, 900 000 suiveurs, followers sur YouTube, 600 000 sur Twitch. Oh bah là, il explose tout. Hein. Salut, il vient d'acquérir les droits saoudiens en plus. Salut Zach. Salut, c'est un bel honneur d'être là. Merci de me recevoir. Bienvenue. Sois le Écoute, bienvenu. un plaisir. Content de discuter avec vous. Voilà. Exactement. Du gars, j'espère que tu te rends compte de qui on reçoit quand même. Pas vraiment, mais je suis ravi de faire sa connaissance. Enchanté Christophe. Enchanté également. C'est plutôt l'inverse. Hein. J'ai l'honneur de parler avec quelqu'un qui a gagné une Coupe du Monde quand même. Donc, Et un ballon d'or, Jean-Pierre Papin. Et un ballon d'or, Jean-Pierre Papin. Donc, et on rappelle également. Bonsoir à tous. Bonsoir. Zach fait des podcasts, notamment Zach en roue libre. Tu as reçu de nombreuses personnalités du foot, Karim Benzema notamment. Donc voilà, allez suivre Zach, vous le connaissez forcément aussi bien, voire mieux que nous. On est ravis de t'accueillir. Tu es supporter lyonnais aussi. On va en parler dans quelques secondes. Exact. De l'Olympique lyonnais après un mercato de tous les dangers. Tu vas rester également pour le quiz, tous contre Roten, donc tu seras contre Jérôme. Tu vas rejoindre Dugas et JPP. Louis Gerbier sera là. Tu vas les aider parce qu'ils en gagnent pas eu. Le cadeau, c'est 100 € de bon d'achat chez footdimanche.com. Mais bon, tu vas aider quand même. Tu vas aider quand même. Si vous voulez vous inscrire, 3216, vous envoyez quiz par SMS au 73216. On va donc parler du foot saoudien à partir de 19h30, mais on démarre par l'OL, l'Olympique lyonnais qui n'est pas mort cet été. Pour ce blason, on est sauvés, les gars. frappé du lion, On est sauvés. des côtés toujours nous chanterons. Pour les canuts, Quand une porte est entrouverte, il reste à nous de l'entrouvrir grande ouverte. jamais vaincu. Ce chant résonnera dans nos rues. Il s'est passé pas mal de choses cet été. On est un peu sur un nuage en ce moment, c'est sûr qu'on est content. Allez, écoutez le peuple lyonnais. Cette équipe fait preuve de beaucoup de solidarité. Elle est plutôt bien équilibrée. Moi, ce que j'ai vu sur les 3 matchs, sincèrement, de la part de Lyon, ça m'a plu. Ah ben c'est la fête à neuneu, ça y est, on change tout. Rouge et bleu sont nos couleurs. Et oui, Lyon est co-leader du championnat. Qui l'eût cru, hein. Lyon a frôlé la faillite en juin, un été complètement fou. Ah, Zach, il a la main sur le cœur. Là. Zach, il a fait un live le jour de la DNCG, complètement dingue, avec des envoyés spéciaux et tout. C'était fou d'ailleurs. Il a souffert. Hein. Sur les réseaux sociaux, on a entendu son soulagement dans la production sonore. On rappelle donc un train de vie qui a été drastiquement réduit, le départ de nombreux cadres, Lacazette, Cherki, Perry, même Mikotadze dans les derniers jours du mercato. Mais on l'a dit, 9 points pris en 3 matchs, ça a rassuré les supporters lyonnais. Accueillons Édouard G, voix lyonnaise pour RMC depuis des années, correspondant. Salut Édouard. Bonjour à tous. Salut Dodo. Édouard, Salut Édouard. Tu as suivi la conf de débrief du mercato aujourd'hui des dirigeants lyonnais. On a confirmé donc la réduction drastique du train de vie du club. Hein. Oui, opération transparence qui fait du bien d'une certaine manière. Alors pour ceux qui nous écoutent attentivement, ils ne vont pas être totalement surpris, mais clairement, les chiffres donnent le tournis. Tel un cheval au galop, l'OL perdait depuis la pandémie, donc depuis 2020, 100 millions d'euros par an. Et de janvier à juin dernier, en 6 mois donc, 120. Vous avez ces chiffres en tête, 100 millions par an et 120 les 6 derniers mois. Alors on comprend mieux les stops de la DNCG. C'est pire que le budget de la France, c'est ça. C'est un petit peu ça. Et on engueule Macron. Mais il a raison, il continue. C'est rien. Alors, vous savez que je vous le disais souvent, je ne comprenais pas la sévérité d'un côté de la DNCG et puis l'optimisme, la légèreté de John Textor. Ben, finalement, la réponse, on l'a. Et on l'a aussi par Michel Kang qui fait totalement l'inverse, qui suit tous les engagements, notamment la baisse de la masse salariale et autres chiffres. Cette masse salariale est passée en 3-4 semaines, là on va dire, de 160 à 80 millions d'euros, en sachant qu'il y a l'UEFA qui est là avec sa chambre financière qui regarde semaine après semaine les finances, parce que vous savez qu'il y a éventuellement une amende de 50 millions si tout cela n'est pas respecté. Alors combien de temps ça va durer? C'est l'info de la journée. En gros, encore 3 ans comme ça, parce que 3 ans à se serrer la ceinture, tout simplement parce que les droits TV, cette année, en gros, ça va être 50 000 euros. Hein, donc 50 000 euros, c'est fou. Michael Gerlinger, le DG, nous a dit aujourd'hui, oui, je les compte même pas, alors que l'année dernière, par exemple, c'était 60 millions d'euros. Mais du côté finalement, Mathieu Louis-Jean a dit, au niveau sportif, l'OL va être différent et on le voit avec plus de solidarité, plus de collectif. Est-ce qu'avec cet effectif, la mission est impossible pour l'Olympique lyonnais? 32-16 pour participer avec nous. Jérôme?
En toute logique, elle est impossible. Pour exister en Ligue 1 et finir en Ligue des Champions... L'objectif, c'est 6-7e place. Oui, non mais... Et faire ce qu'on peut en Ligue Europa. Pour atteindre la 6, 7e, 8e, 9e place, oui, je pense que Lyon est totalement capable, vu le niveau de notre championnat. Aujourd'hui, il y a très peu d'équipes qui peuvent te dire on est supérieur à Lyon, on a un effectif bien plus important et surtout une équipe qui roule. Ces commentaires-là, du moins cette vision-là, il y a 3 clubs qui peuvent l'avoir aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain, bien entendu, l'AS Monaco et Lille, pour moi. Les 3 clubs. Après, tout le reste, il y a beaucoup d'incertitudes. L'OM, on ne sait pas. Avec 12 rentrées des nouveaux joueurs, tu ne sais pas comment ça va prendre. C'est une page blanche, on recommence encore. Même, non, mais... Peu importe, on recommence collectivement. Le foot est un sport collectif, c'est pas un sport individuel, d'accord ? Donc le collectif, tu sais pas comment il va vivre. Après, a priori, il vit pas si bien que ça, avec tout ce qu'on a appris dernièrement. Donc ça peut laisser des traces. Et puis surtout, ils sont déjà, alors même si c'est pas définitif, mais ils sont à 6 points d'un club comme l'Olympique Lyonnais, mine de rien, déjà. Donc, ils peuvent se retrouver à 9 points bientôt. Je faisais mes calculs parce qu'il y a le Marseille-PSG. Donc, tu te dis que, à part ces 3 clubs-là, les autres, en fait, il y a beaucoup de points d'interrogation. Lyon est dans la catégorie des clubs comme le Stade Rennais, comme le RC Lens, des clubs qui peuvent être surprenants, qui ont un recrutement pas à la hauteur de ces dernières années parce que les moyens financiers font que tu peux pas. Il y a des coups qu'ils ont tentés. Pour l'instant, ça a l'air de correspondre totalement à l'Olympique Lyonnais. Tu vois, les Tchèques, Morton, ça t'a plu, les Tchèques, l'anglais Morton. Oui, je pense que ces joueurs-là vont continuer à progresser. On en parlait avec Dugas lundi. C'est vrai que voilà. Après, il y a des manques. Il y a des joueurs qui sont encore là, qui étaient là l'année dernière, qui étaient là il y a 2 ans. Moi, je ne suis pas fan de certains joueurs, donc ça te donne, si tu veux, un niveau qui va peut-être stagner avec ces joueurs-là, mais ça va peut-être progresser avec de la jeunesse qui va prendre confiance. Tu vois, le petit Mera au milieu de terrain. Sensation pendant la prépa. Exactement. Donc là, c'est vrai qu'il est frêle, il manque de... C'est normal, le gamin, il se fait bouger un petit peu dans les duels, mais il va comprendre ce que c'est le foot de haut niveau, le foot professionnel, la technique, la vision. Et c'est lui qui va la récupérer sur Balerdi. Non, mais exactement. Donc tu vois, déjà, il fait des bonnes choses. Donc je pense que ces joueurs-là, ils vont continuer leur progression. Si en plus la dynamique du club, elle est bonne, parce que là, apparemment, c'est pas apparemment, les supporters, ils sont tous derrière. Et on sent une vraie alchimie. Je sais pas, Zach, si tu es d'accord avec moi, mais ça peut être surprenant. Oui. Est-ce que c'est le cas ? Tu as eu peur de perdre ton équipe, de les voir disparaître ? Parce que si c'était Ligue 2, on craignait la faillite pour l'OL. Là, on redémarre, nouveau projet, une équipe de jeunes ressoudée comme ça. Du coup, tu seras moins exigeant avec ton club ? Alors, faut savoir un truc, c'est que s'il y a 2 mois, on m'avait dit que ce serait la situation actuelle, donc à savoir un mercato quand même avec des points extrêmement positifs et un début de saison 9 sur 9 quand même globalement très satisfaisant, j'aurais signé tous les jours, tu vois. Alors après, il y a des manques, quand tu regardes quand même un peu l'attaque, il y a quand même eu le dossier de l'ailier droit qui était le gros dossier de l'été qui n'a pas été spécialement répondu. Tu as la vente de Mikotadze dans les tout derniers jours qui n'était pas prévu de base. C'était lui ou Malik Fofana. Souvent, jusqu'à la fin, on a pensé que c'était Malik et au final, c'est plutôt du côté de Mikotadze qui a eu l'offre qui a permis d'éviter de toucher la fameuse garantie qui avait été apportée sur un compte, 30 millions bloqués sur un compte qui servait pour faire vivre le club au cas où à un moment dans l'année, il y a un besoin en cash. Sauf que les dirigeants, ils voulaient pas que cette garantie saute parce que c'était leur argent. Et c'est pour ça que cette vente de Mikotadze ou alors de Fofana était obligatoire dès cet été pour boucler le budget de cette année, redonner confiance à la DNCG en mode on vous a promis ça, on a fait ça. Voilà, on a fait ça. Et pour calmer les besoins financiers, même si ça impacte un peu le sportif. Maintenant, je trouve que l'attaque, elle manque peut-être un peu de qualité à certains égards. Tu remplaces Mikotadze par Satriano. Satriano, c'est une 15aine de buts dans toute sa carrière. Mikotadze, c'est 28 contributions que l'année dernière. T'es pas sur le même tiers d'attaquant. Je trouve optimiste à dire quand même. Il y a carrément pas de neuf. Donc voilà, on est d'accord. Non, mais tu as raison politiquement. Tu as raison. Donc il y a j'ai essayé d'être tourné autour de la cage, c'était bien. Donc effectivement, il n'y a pas de neuf, mais ça va donner l'occasion au jeune Gomez Rodriguez, 17 ans, qui a fait un très bel Euro jeune, donc de se montrer. Et puis à droite, tu vas devoir composer avec Karabec, un jeune tchèque, ou alors Sulc, selon l'animation que tu veux faire. Grosso modo, il y a des manques en attaque, mais il y a une équipe qui fait plaisir. Et donc je serai moins exigeant. Et si on réussit à refinir à la même place que l'année dernière, c'est-à-dire 6e, Europa, en ayant divisé la masse salariale par 2, et je l'espère, en ayant des passages des NCG sans la boule au ventre, tu signes direct. Ah oui, Vous allez me sauter dessus. Là, on pose la question si la mission est impossible. Est-ce qu'il ne faut pas squeezer la Coupe d'Europe ?
De dire la Ligue Europa, on la joue pas à fond. Et, Non, mais qu'est-ce que t'en penses, Lucas ? pourquoi tu veux squeezer quoi que ce soit? Il n'y a rien à squeezer. Tu joues les matchs parce que les uns tu as un après les effectif autres. ultra réduit. Tu verras bien. Matchs, en fait. Tu t'adapteras et tu verras bien. De toute façon, tu vas pas commencer à choisir. Ça ne veut rien dire. Ça te donne aucune garantie de réussite de choisir les compétitions. Ça, c'est. Demande. Il y a plein de clubs qui ont eu ça. Moi, par contre, j'aimerais. Les Lyonnais en sont là où ils sont, mais ils ont quand même beaucoup de chance. Moi, j'aimerais être Lyonnais aujourd'hui. Quand je vois où en sont les Girondins, je peux te garantir que. Ils ont vécu des moments extrêmement difficiles, mais ils s'en sont sortis malgré tout. Moi, j'aurais aimé que la DNCG soit aussi dure quand il le fallait pour justement sauver notre club. Ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a eu une volonté politique que ça ne se fasse pas certainement. Ils n'ont peut-être pas eu le courage et le cran d'apporter les vraies sanctions qu'auraient mérité les Girondins. Et surtout, là où c'est bon d'être supporter lyonnais, c'est qu'enfin, tu vas avoir un discours de raison et de vérité. Parce que quand tu es supporter lyonnais, que tu as ton président, ton dirigeant principal qui te raconte saucisse sur saucisse, le drame, il est là. Tu n'as plus envie d'être supporter et surtout, tu as mal à la tête. Là, moi, j'aimerais être lyonnais. J'aimerais enfin avoir un président capable de te dire les vérités. Nous, on a un Guignol, mais il est toujours là. Et il est Guignol depuis des années. Vous avez la réussite d'avoir sauvé votre club et d'avoir réussi à faire partir Textor, d'avoir viré le mytho. Donc, sincèrement, ça a été un cadeau. D'une certaine manière, on peut parler de cadeau. Donc là, on parle de drame de l'Olympique Lyonnais, on parle aussi d'espoir, et c'est très bien de parler d'espoir. Moi, je trouve que vous avez beaucoup de chance et il faut en être heureux de votre situation. Et d'ailleurs, ça s'est vu sur le match, les supporters et tout, l'ambiance qu'il y a eu, l'hommage rendu à Bernard Lacombe, ce qui s'est passé avec Mikotadze, on voit des supporters lyonnais soulagés et heureux. J'aurais aimé, en tant que supporter girondin, vivre ça, mais je suis plus sûr, j'y crois plus. Quoi. Non, mais on sent ils arrivent. Hein. C'est ça, Jean-Pierre. On sent une équipe qui est quand même très soudée, un club qui est soudé aujourd'hui. Ouais, ils sont soudés parce que quand tu sors grandi d'un tel bazar, tu peux être que soudé. Les joueurs sont soudés, le public est soudé, le public adore ses joueurs. Le nouvel organigramme, ils font un bon boulot. Jean-Pierre, c'est intéressant. Excuse-moi, c'est intéressant ce que tu dis, mais être soudé, tu ne peux être soudé et faire comme ça l'unanimité qu'avec un discours de vérité. Nous, par exemple, à Bordeaux, pourquoi ça a explosé? Parce qu'on n'a jamais eu un discours de vérité. Là, il y a eu un discours de vérité où les choses il y en a toujours pas. Et il y en a toujours pas. On a toujours un mec qui nous raconte saucisse sur saucisse et on nous balade. C'est pour ça que les joueurs sont soudés, parce qu'on leur a raconté la vérité. Parce qu'il faut, exactement, c'est un discours de vérité et ne pas avoir peur de dire les choses. Les supporters, les joueurs sont capables de l'entendre. Et comme quoi, le joueur, il n'est pas si con que ça, tu vois, il peut aussi s'identifier, même si son avenir est incertain, parce qu'en effet, s'il y avait une offre sur n'importe quel joueur, à l'image de Mikotadze, tu savais que tu pouvais être balancé vers la sortie. N'empêche que la plupart sont restés aujourd'hui, et on a quand même l'impression, même si avec cette incertitude de leur avenir, que les mecs ils sont très contents d'être à Lyon aujourd'hui. Actuellement, c'est l'union sacrée, c'est l'union sacrée aujourd'hui, c'est tout. Moi, j'entends votre discours très optimiste, etc. pour l'Olympique Lyonnais. Je sais d'où viennent les Lyonnais, donc je comprends qu'il y ait de l'euphorie après 3 victoires en 3 matchs. Enfin, moi, j'ai pris un coup sur la tête quand j'ai écouté Edouard et qui m'a dit que ça allait durer 3 ans. Hein. Tu vois, sur une année, ok. En fait, tu peux faire une très bonne année, mais là, digérer ça pendant 3 ans, le faire sur 6 mois et le faire sur 3 ans, ça n'a rien à voir. En fait, si tu veux, l'OL a été sanctionné par l'UEFA, puis ensuite a signé un accord pour pouvoir participer à la Coupe d'Europe, payer une partie de la première amende. En fait, elle n'a même pas payé, ça va être pris sur les gains qui sont supposés sur l'Europa League. Et ensuite, il y a eu un plan de finances qu'on n'est pas le seul à avoir. Il me semble que Chelsea a le même. Et en gros, c'est sur 4 ans. Donc c'est pour ça qu'il dit sur 3 ans. Ça se voit moins. Chelsea, ça se voit moins, mais ils ont été en positif. C'était. Oui, mais ils n'ont pas le même effectif, par contre. C'est ça. Disons que l'effectif avant, c'était construit sur 1,5 milliard de dépenses. C'est pas la même chose. Ils ont 6 numéro 9. Ils ont 6 numéro 9, 12 ailiers et compagnie. Vous-même, vous savez. Et en plus, quand ils ont besoin, ils l'envoient à Strasbourg. Et donc, du coup, en fait, du côté de l'OL, c'est un plan où, en gros, sur les 3 prochaines années, il y a des engagements économiques à suivre auprès de l'UEFA qui, grosso modo, t'amènent progressivement et dès la fin de la saison d'après, donc pas cette saison-là, mais d'après, à l'équilibre. Et en fait, tu dois être à l'équilibre chaque année avec des objectifs financiers à tenir. C'est pour ça que Edouard te parle de 3 ans. Tu te rends compte de la difficulté? Ouais, mais c'est ça. Et sportive et économique. Ouais, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Benoît, t'as une direction. J'en avais marre de voir mon club qui déconne en faisant justement n'importe quoi financièrement, en ayant un rythme de vie de club de LDC sans s'y qualifier depuis 2019, en voyant des joueurs surpayés, en voyant des salaires déconnants. Lille, avec une masse salariale divisée par 2 par rapport à nous finissait constamment presque devant nous sur les 5 dernières
dernières années. J'en avais marre, moi, de voir ça. Donc, personnellement, c'est une cure d'austérité qui est la bienvenue. Mais dès que t'as un joueur qui va flamber, il va partir. Ça, tu le sais. Et ça, c'est dur à digérer. Et c'était déjà le cas à l'époque. Le seul problème à ça, c'est qu'en effet, vu que déjà notre Ligue 1, elle souffre, on a perdu un gros club de Ligue 1. Tu vois, il faut être très clair. Aujourd'hui, Lyon faisait partie des 3 meilleurs clubs de Ligue 1. Mais perdu sur quoi? Ça fait des années que Lyon n'a rien gagné, Jérôme. Ça fait des années que Lyon n'est pas en capacité de gagner quoi que ce soit. C'est pas très grave. Tu as totalement. Non, en fait, je te parle en termes de qualité. Mais là, je te rejoins. Sur les dernières années, Isaac vient de le dire, quand depuis 2019, tu n'as pas vu la Ligue des Champions, c'est vrai que c'est une anomalie pour un club avec autant de moyens que l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, Lyon a disparu de cet objectif-là parce que, alors peut-être qu'ils vont être surprenants, on ne sait jamais, ce qui peut arriver surtout à une autre Ligue 1. Attention, Brest a bien fait la Ligue des Champions. Ils n'avaient pas les moyens que Lyon a aujourd'hui. La Ligue des Champions, l'enjeu il est là pour Lyon aussi. Ok, oui, et c'est pour ça qu'un club comme Marseille, par exemple, se détache cet été en investissant bien comme il faut sur une période où les autres ne peuvent moins le faire pour devenir un habitué de cette LDC et de l'argent que ça rapporte. Parce qu'à ce moment-là, tu creuses l'écart par rapport aux autres qui vont recevoir, comme le disait, je pense que Dugas, qui vont recevoir vraiment peanuts à venir sur les droits TV. Dugas, je te trouve un peu trop confiant, je te le dis, pour l'Olympique Lyonnais. Non, mais après, il n'est pas si confiant, il n'a pas parlé de top 4 non plus. Non, mais je me sens pas confiant, mais je trouve qu'ils ont beaucoup de chances d'être encore là aujourd'hui. Moi, le discours de vérité, il est là. Je trouve pas les choses aussi dramatiques que toi, Benoît. Quand tu dis, moi, ça m'inquiète que pendant 3 ans, ils vont être au régime sec. Mais mec, ils ont eu de l'argent illimité, ils ont fait connerie sur connerie. Donc on va voir si, avec le régime sec, ils sont pas capables d'être plus malins, d'être moins dépensiers, plus ingénieux, moins mentir. Au contraire, pourquoi ça serait une situation négative d'être obligé de gérer un budget au cordeau? Tu vas te heurter à tes limites à un moment donné dans la saison. Les limites de quoi? Les limites de quoi? Mais si, je vais te dire, un joueur important absent, tu vas le voir tout de suite. Mais non, et alors, ce qui compte, c'est d'avoir quelqu'un derrière. Mais ce qui compte, c'est d'avoir quelqu'un derrière. Mais en fait, et d'avoir des scouts qui vont travailler et avoir derrière des remplaçants pour pouvoir. Mais peu importe, tu vas travailler de manière différente. Il est où le problème? Qui a décrété que Lyon devait être toujours dans les 3 premiers? C'est vrai. Et Dugas, là où tu as raison, et Benoît, là où tu te trompes, c'est qu'aujourd'hui, on n'attend pas Lyon là-haut. On n'attend pas Lyon. Lyon, demain, ils perdent leur prochain match, leur 4e contre Rennes. Ils perdent à Rennes. Ça ne sera pas dramatique. Les années d'avant, c'était dramatique. Parce qu'on disait, un peu comme Marseille et Paris, Lyon était dans cette catégorie-là. C'est-à-dire, regarde, on le voit avec Marseille. Et à 3 matchs de défaite, pas mettre Lyon dans la catégorie de Nantes, d'Auxerre. Non, mais Lyon était dans cette catégorie-là. Ils perdaient à Rennes. C'était problématique, c'était le feu. Pendant la semaine, ils avaient intérêt à gagner le match soit à Gerland, soit au Groupama Stadium, parce que sinon, c'est 2 défaites de suite, c'était pas possible. Aujourd'hui, tu accepterais que Lyon perde à Rennes, parce que tu te dis, bah écoute, ils sont quasiment dans la même catégorie aujourd'hui, même si Rennes, je pense, est au-dessus financièrement que l'Olympique Lyonnais. Oui, clairement. Et donc, tu acceptes une défaite, et la pression rejaillit forcément sur les joueurs. On a été dans le vestiaire, et si tu veux, c'est quelque chose dans la préparation de ces matchs-là qui est complètement différente aujourd'hui. Parle-en avec des mecs d'expérience comme Tolisso. Je suis sûr qu'ils te diraient, écoute, cette année, franchement, c'est pas les mêmes préparations sur ces matchs-là. On est plus tranquille, et peut-être que le fait de cette tranquillité-là, bah tu vas gagner si tu veux en collectif, en lien entre les joueurs, et accepter peut-être d'avoir moins de talent, mais collectivement d'être plus fort. Il sera 14e de Ligue 1 au mois de ça novembre, sera pas le cas. Tu verras que ça sera pas le cas. Ah bah le climat sera pas le même. Même chez les supporters. Si je peux me permettre, genre de 2014 à 2019, donc près 2014, c'était les premières années de construction du grand stade. Tu vas voir nos mercatos, on ne recrutait rien du tout, presque. Mais tu avais un centre de formation très fort. C'est le mercato à 2 millions d'euros et tu as le centre qui a pris la relève, Tolisso, Umtiti, Lacazette, etc. Pourquoi je te dis de 2014 à 2019? Parce que de 2014 à 2019, on fait 4 podiums sur 5 ans, en vendant presque chaque été beaucoup plus que ce qu'on a recruté. Et on avait un travail qui était correct. Été 2017, on fait 4e. L'été, on vend Tolisso, Lacazette. On recrute plein de joueurs à un prix qui n'est pas déconnant. C'est l'été des Mariano Diaz, Kenny Tété, Bertrand Traoré et des joueurs comme ça. L'été d'après, on fait podium. Ensuite, l'été 2018, pareil, on vend des joueurs, on recrute pour moins. Et l'été d'après, 2018-2019, on fait le podium, le dernier en date. Et 2019-2020, c'est là où on vend beaucoup de joueurs, Ndombele, Ferland Mendy, etc. Là, on se craque sur les investissements. Thiago Mendes, JRA, Jeffrey Nadehaïd, Joachim Andersen, 3 joueurs venus pour plus de 20 millions d'euros. Les 3 sont des échecs sportifs à l'OL. Et à partir de là, derrière enchaîne le Covid,
les mauvaises décisions. Et voilà après. où est-ce qu'on en est maintenant. Mais ce que j'essaie de dire, c'est ton centre, c'est Zach. que T'as plus le centre qui est au même niveau. ça dépend. Parce qu'en vrai, il y a toujours des bonnes générations à l'OL. D'accord. Quand même, l'OL a envoyé récemment Castello Luqueba à Leipzig, Barcola au PSG, Malo Gusto à Chelsea. Quand même, Voilà, il n'y a pas peut-être le centre de formation rennais est plus performant que l'autre parce qu'ils sont excellents aussi à Rennes sur ce point-là, mais on a toujours des gros joueurs qui sortent. Et dans un second temps, en réalité, moi, quand on parle de pain sec, le pain sec, ça va consister à avoir une moins grosse masse salariale, ce qui n'est pas un problème, ce qui est même une solution parce que ton train de vie était trop élevé. Et dans un second temps, ça va être vendre plus que ce que tu achètes. Mais on a déjà performé en vendant plus que ce qu'on achète. Si c'est que ça, si le travail est bien fait, je suis pas inquiet. JPP a dit c'est un bon pain. C'est un pain sec et un bon pain. C'est ça. Le bon pain chaud. Ouais, mais les amis, après, on sait pas pourquoi, mais le football, de temps en temps, ça t'apprend les belles histoires. C'est que tant que t'as pas perdu, il se crée quelque chose dans le vestiaire, t'as pas envie de perdre, etc. Et que tu sais jamais, ce qui peut arriver. Vous savez ce qu'on va faire? On va passer du pain sec au pain complet. On va parler du championnat saoudien. Justement, on y va dans un instant. On parle de l'oseille. Avec Zach Nani, notre invité dans Rotten sans flamme jusqu'à 20h, Christophe Dugarry, Jean-Pierre Papin, Jérôme Rotten. Est-ce que c'est vraiment un championnat attractif? On va en parler avec le diffuseur du championnat dans un instant. À tout de suite sur 19h30 sur RMC, la dernière demi-heure de Rotten sans flamme du soir avec Jean-Pierre Papin, avec Christophe Dugarry, avec Benoît Boutron, avec Zach Nani qui est là, qui va nous parler dans un instant du championnat saoudien. Ah ouais. Alors là, il va falloir convaincre Christophe Dugarry et Jean-Pierre Papin que c'est un bon championnat. Il faut que tu sois bon. D'ici quelques secondes. On va pouvoir discuter, il n'y a aucun problème. Et tu seras là dans un quart d'heure aussi pour le quiz. Tous contre Rotten, le cadeau 100 € de bon d'achat chez notre partenaire footdimanche.com pour vous inscrire 3216 ou vous envoyez quiz par SMS au 73216. Jérôme, tu le sais, tous les jours à cette heure-là, l'arbitre vidéo t'appelle. Jérôme, je t'invite à écouter ça. C'est plutôt le temps de jeu que je cherchais moi à ce moment-là dans un autre club. Christophe Galtier, c'est celui qui m'a, entre parenthèses, garanti le plus grand nombre de minutes. La VAR de Rotten sans flamme. Vous venez d'entendre Simon Boisbré, international espoir français, grand espoir du centre de formation de l'AS Monaco, qui a donc filé à Neom en Arabie Saoudite cet été. Il a rejoint le club de Christophe Galtier. Il joue avec Lacazette, Boulka, Benrahma. Il n'y a que des anciens Amadou de Ligue 1, Amadou Koné. Abdoulaye Doucouré. Exactement, c'est cette nouvelle tendance. En plus des stars recrutées à prix d'or en Arabie Saoudite, les clubs désormais s'attaquent à des jeunes à fort potentiel. On a entendu l'argument de Boisbré. Je vais juste replacer là aussi dans le contexte parce qu'on a quelques chiffres. Il y a un argument financier forcément. Je prenais l'exemple de Zézé, le jeune défenseur nantais, 20 ans. Pour vous dire, c'est le plus gros transfert de l'histoire du FC Nantes. Il a donc signé lui aussi en Arabie Saoudite cet été. Avec le salaire qu'il a aujourd'hui, il serait le 10e joueur le mieux payé de Ligue 1, avec un salaire incroyable de 4 millions net par an. Pour Zézé, joueur de 20 ans qui venait de faire ses débuts avec Nantes en Ligue 1. Donc on va en parler avec Zach. Zach, on t'a convoqué parce que c'est l'événement de l'été, même dans les droits de diffusion en France. On connaît les médias traditionnels, on savait que le foot saoudien, Dugal regardait d'ailleurs, était souvent sur Canal+, ça plusieurs saisons. C'est ça. Canal a lâché le contrat, tu as saisi l'opportunité, tu t'es emparé des droits, une première pour un streamer français. Yes, c'est une première pour un streamer français, et pour ceux qui nous écoutent, je vais le dire, c'est pas parce que je suis le diffuseur que je vais faire le vendeur de tapis et vous dire que c'est extraordinaire, que waouh, quelque chose. C'est juste vous parler de ce que j'ai pu voir, des différentes choses que j'ai pu apprendre et tout ça, et puis si ça vous parle, ça vous parle, et sinon évidemment... Combien t'as payé ? Voilà. Alors, je l'ai dit, j'ai payé une somme à 6 chiffres à peu près, plus proche de 100 que de 1 million évidemment. Mais c'était un investissement que j'ai consenti à l'échelle de ma société, qui est ma société de production avec laquelle je fais toutes mes vidéos et toutes mes émissions. Et ça se passe très bien, franchement. J'ai eu l'occasion maintenant de commencer de faire la Super Coupe, donc de demi-finale et une finale, ça se passe à Hong Kong, et de faire la première journée de championnat avant la trêve, qui s'est également très bien passé avec un format plus pensé Internet, d'accord. C'est un format qui a la vocation de changer un petit peu de ce qu'on voit à la télévision. Et pour l'instant, c'est cool. Je suis assez satisfait. La révolution, c'est que c'est du foot gratuit. C'est ça. On peut voir Cristiano Ronaldo, Karim Benzema gratuitement sur tes contenus. Vous êtes en France, en Belgique, dans les dom-tom, vous pouvez voir sans aucun problème ces matchs-là gratuitement sur YouTube, sur Twitch, avec moi, avec des personnalités que vous pouvez connaître des médias, des anciens footballeurs, des créateurs de contenu qui ne parlent peut-être pas forcément de foot, mais qui ont un intérêt pour, dans un format qui se veut peut-être un peu plus divertissant, interactif avec le chat. On essaye vraiment de faire vivre le match comme si vous étiez sur le canapé avec nous, comme si on était entre potes et qu'on regardait quelque chose, tout en évidemment se focalisant sur l'action. Moi, je respecte le sport. Mon but, c'est pas de le clowniser et de ne pas respecter la chose. Je reste un fan de foot avant tout, mais c'est vraiment le but. C'est toi qui commentes.
Ouais, je commente. Ouais. Je m'entoure maintenant d'un deuxième commentateur, dont c'est peut-être un peu plus la spécialité. La vocation. Voilà, moi j'apprends la chose. Par exemple, lors du dernier match, il y avait Adrien Courouble de chez DAZN qui a fait la Ligue 1 notamment l'année dernière. Le match d'avant, c'était exactement. Le match d'avant, c'était Braque, qui a aussi une grosse expérience dans ça. Oui, Chaud est venu aussi. Ouais, c'est ça. Et à côté, je m'entoure de personnalités que je peux connaître. Et par exemple, j'ai eu Ludovico Bragnac, qui est venu en tant que consultant, donc c'est-à-dire que lui, il apportait une patte d'analyse technique. On parlait avec le chat, on avait des débats sur une main à un moment dans un match, c'était assez cool. Ou Hugo Guillemet, qui est aussi un ami à moi. Donc c'est vraiment ma volonté de faire les choses comme ça. D'accord. Bah, écoute, parlons du championnat pur et dur. On l'a parlé donc avec ces jeunes joueurs qui désormais décident d'aller aussitôt dans un championnat comme celui-là très lucratif. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les gars, le tour de table, avant que Zach nous donne son avis? Est-ce que vous êtes choqués de voir comme ça Boisbré, Zézé signer à 18, 19, 20 ans en Arabie Saoudite? Et, tu parles de Boisbré, là. J'étais à Monaco, moi, pendant les vacances, et donc j'ai parlé avec les dirigeants assez souvent, et de ce cas-là en priorité. Et c'est vrai que ils peuvent pas lutter, en fait, parce que la situation de ce jeune joueur-là, c'est très clair. Il voulait du temps de jeu. Il le dit bien dans son interview, Christophe Galtier me garantissait du temps de jeu. En effet, Monaco ne pouvait pas lui garantir du temps de jeu. C'est un jeune joueur, il fallait le temps de montrer, si tu veux, qu'il avait le niveau sur les entraînements, peut-être des rentrées en jeu. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont plus le temps, en fait. Donc les jeunes jouent en Ligue 1, Jérôme. Non, je te le dis. Non, mais peu importe, il est à Monaco. J'imagine qu'à Monaco, il avait envie de jouer à l'AS Monaco. Ils ne peuvent pas lui garantir du temps de jeu. Il a envie, même s'il est très jeune et qu'il fallait le temps qu'il progresse sur certains trucs, lui donner du temps de jeu tout de suite. Bah, écoute, il est parti, la première offre qu'il avait. En plus, financièrement, on va pas se voiler la face. C'est des sommes pour ces jeunes-là qui sont, et même pour l'entourage, qui sont irrefusables. Et bah, écoute, il est parti là-bas. Moi, pour ces jeunes-là, je vais te dire, dans un premier temps, je trouve ça dommage parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de constat sur ces jeunes-là. Mais il y a eu des joueurs, si tu veux, qui étaient en pleine force de l'âge. Je prends l'exemple de Fofana. Fofana à Lens. Capitaine de Lens. Il a brillé en Ligue des Champions aussi. Et, non, pas en Ligue des Champions. Il a permis à Lens de se qualifier pour la Ligue des Champions. Exact. Et là, on a l'impression que ça y est, il allait découvrir la plus belle des compétitions, la Ligue des Champions. Et il se bat en Arabie Saoudite. Franchement, sur le coup, j'ai pas compris. Oui, quand tu vois le contrat, tu te dis oui, ça réfléchit, ça fait tourner la tête. Mais Fofana, il a joué donc 1 an. Et il est revenu à Rennes. Il a été prêté aussi. Voilà. Après, tu as des cas aussi comme Théo Hernandez, qui est international français, qui est encore au rassemblement de l'équipe de France et qui joue aujourd'hui en Arabie Saoudite. Je vais, sur la question des jeunes joueurs, je vais déjà vous donner une information comme ça, vous le savez. Mais grosso modo, les clubs justement saoudiens ont reçu une espèce de budget supplémentaire pour signer des joueurs de moins de 21, moins 22 ans. Donc c'était une volonté d'être pas simplement un championnat de joueurs qui viennent en fin de carrière, etc. On fait des chèques en plus, allez, prenez-y. En fait, prenez les joueurs. Parlons sérieusement, c'est le PIF qui est actionnaire de certains des plus gros clubs. C'est comme ça que depuis 2023, il y a eu un gros influx de cash chez pas mal des clubs pour justement pouvoir recruter des joueurs et étendre le championnat en attendant la Coupe du Monde 2034 qu'ils ont obtenue. Donc déjà, il y a ça. Et dans un second temps, ils ont aussi la vocation, et ça, même pas besoin de le voir, enfin les faits le montrent, de se comporter entre guillemets comme un championnat normal. C'est-à-dire tu peux venir faire 1, 2, 3 ans et puis ils te lâchent éventuellement si jamais ta trajectoire veut ça. Regarde Gabri Veiga. Gabri Veiga, il vient du Celta Vigo, il fait ses 2 ans en Arabie Saoudite et là il vient de repartir à Porto. Il est toujours jeune, il a encore sa carrière devant lui. Pas, ça... Oui, c'est ça, c'est pas un frein pour la suite de ta carrière. Exactement. On a parlé de Simon Boisbré. Simon Boisbré, il a pas beaucoup joué en France. Là, il a fait son premier match la première journée, je l'ai commenté, je peux te le dire. Il a joué face à Al Ahly. Il a attaqué face à Roger Ibanez de la Roma, Mehdi Demiral de la Juve et de l'Atalanta. Au cash, c'était Edouard Mendy. Et devant la défense, c'était Franck Kessié et Enzo Mio. Oui, mais c'est pas les mêmes joueurs. Quand ils jouent dans des clubs comme ça et dans des championnats comme ça, c'est pas les mêmes joueurs. Ils n'ont pas la même motivation, la même intensité, la même envie. Tu peux le dire. Il a joué contre ces noms-là. Regardez Roger Ibanez parce qu'il était vraiment salement monstrueux, je peux te l'assurer. Mais non, mais arrête. Qu'est-ce que t'en penses du gars? Parce que tu regardais quelques matchs déjà la saison dernière. Mais très souvent, alors je tombais souvent régulièrement et je te cache pas que je trouvais ce championnat plutôt agréable. Parce que surtout très ouvert. Voilà, ça attaque dans tous les sens, donc plutôt agréable à regarder. Moi, j'ai vu des bons joueurs, pas forcément
des joueurs européens d'ailleurs. J'ai aussi vu des joueurs locaux, des joueurs locaux de bonne qualité. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, je suis désolé, j'ai entendu le discours de Jérôme. J'étais à l'écoute sur le temps de jeu que sollicite et que veut un jeune joueur. Je pense que c'est la priorité que doit avoir un jeune joueur. Et là, je suis Jérôme. Mais quand Jérôme me dit il y a des sommes qui peuvent pas être refusées, là, je dis non. Je dis à 20 ans ou à 19 ans, si tu as cette logique, si tu es un amoureux du football, si tu es un passionné de football, et si tu as le football viscéral, qui compte de plus que tout, tu ne peux pas parler argent. À 20 ans, c'est pas possible. Sauf si tu as envie de jouer. Non mais tu peux jouer ailleurs. Comment ça, sauf si tu as envie de jouer lui apparemment avait envie de jouer. Mais il aurait joué ailleurs, Jérôme. Il jouait ailleurs. C'est pour ça que ton discours de me dire il voulait jouer. À la rigueur, même si je ne le comprends pas, parce que pour moi, je suis comme Baudouin, il peut jouer ailleurs. Mais quand tu me dis derrière, il y a des sommes qui ne sont pas refusables, là, je ne l'entends pas. Parce que si le seul but dans la vie, c'est de gagner de l'argent et le plus tôt possible. C'est important quand même, mais bon. Après, ça doit être un cumul le plus tôt des deux. possible. Et surtout, après, on n'est pas au courant. Je pense que toi aussi, Dugas, tu dois le savoir avec ton expérience de l'entourage, des différents. C'est ça. Trucs qu'il y a autour de lui. Il y a le papa, il y a l'oncle. Je ne connais pas ça, mais il doit y avoir des gens qui rentrent en ligne de compte. Je sous-entends ce que tu sous-entends. Ça veut dire que pour la famille, c'est important pour le soutien de la famille. Mais si tu commences à avoir ta famille sur les épaules et à devoir gérer les finances de toute la famille et gérer la vie de tout le monde avec ce premier contrat-là, mais ta carrière, elle est déjà terminée. Et si tu peux, c'est pas possible quand tu as cette logique footballistique et cette logique économique, c'est le début de la fin. On peut pas laisser croire que ça c'est un exemple à suivre ou c'était. Mais Dugas, je te rejoins totalement. Hein, et peut-être que je me suis mal fait comprendre, mais c'était le but de ce joueur-là. C'est pour ça qu'il est parti là-bas. Moi, c'est pas pour autant que j'acquiesce tout ce qu'il a fait. Je trouve ça incroyable. Moi, si je peux pas me mettre dans cette situation parce que à l'époque on m'a pas proposé des sommes comme ça et peut-être que ça m'aurait tourné à la tête. C'est une possibilité. Moi, j'estime quand même et encore aujourd'hui que ma passion et notre passion, elle est intacte. Ma passion du foot. Donc oui, moi je vois, si tu veux, le championnat saoudien pas comme le meilleur championnat au monde. Donc quand tu as la possibilité de jouer dans le meilleur championnat au monde ou dans des meilleurs championnats au monde, c'est-à-dire le championnat européen, il y en a 5 ou 6 qui sont intéressants. Le top 5. Mais ton rêve, Jérôme, excuse-moi, le rêve de footballeur qui nous a tous fait rêver, on est 3 joueurs là, c'est quand tu vois des références, des championnats, tu as envie d'aller dans ces stades, le stade de San Siro, au Real, au Bayern, c'est ça qui te fait rêver. C'est pas d'aller gagner 50 ou 100 000 euros en Arabie Saoudite. Ça a évolué. C'est sûr, c'est pour ça que c'est ce que je te disais, Dugas, c'est pour ça que ça sera. Tous les jours, on ne parle que de ça. Tous les jours, on ne parle que de fric, de fric. Comment tu veux que ces gamins qui sont dans les centres, qui sont les petites pépites du club, à partir du moment où on les sollicite et qu'ils savent que c'est bouché au-dessus, ils s'en vont, mais ils ne se posent même pas la question. Et c'est pour ça que ce sera intéressant justement de voir ces trajectoires de jeunes joueurs et l'évolution. Parce qu'en fait, actuellement, c'est genre la première vague symbolisé notamment, comme je l'ai dit, par Gabri Veiga. Mais regarde, Dugas, tu vois, on en parlait. Gabri Veiga, il a fait ses 2 années à Lali. Il revient en étant champion d'Asie. Et là, il a 22-23 ans. Il est à Porto. Ce sera intéressant de voir est-ce que sa progression a été entachée ou non. Et est-ce qu'il peut reprendre, entre guillemets, le fil de sa carrière. Quelle est la perspective d'évolution pour des joueurs qui vont là-bas, sachant que, pour le coup, et ça, tu as raison sur un aspect de c'est pas la même intensité ou autre que quand c'est en Europe. Mais malgré tout, il y a quand même en Arabie, 4 à 5 grosses équipes qui alignent des 11 qui sont plutôt compétitifs. Et si tu es un jeune joueur, tu vas te frotter face à ces 11 compétitifs, quand bien même il y aura sans doute un peu moins d'intensité qu'en Europe, ça je te le reconnais, tu vas pas non plus jouer comme par exemple chez certains joueurs qui avaient fait ça en fin de carrière, je le sais parce que j'ai pu les recevoir, genre en Inde ou autre, sans manque de respect, vous avez capté, mais tu restes quand même dans un environnement un minimum compétitif et donc je pense que ta progression est pas si entachée que ça, c'est pour ça que ce sera intéressant de voir. On va surveiller tout ça. C'est pour ça, juste une petite dernière question là-dessus, rapide. Tu as commenté la Supercoupe, tu as commenté la première journée de championnat. Est-ce que tu constates une progression et que cette jeunesse a apporté un vent de fraîcheur?
Alors le Simon Boisbré était bien en jambes, ça m'a bien fait kiffer. Un autre joueur qu'on a un peu oublié en France, Mohamed Simakan, monstrueux. Du côté d'Al Nassr, il forme un duo avec Inigo Martinez qui arrive du Barça, ils sont excellents. Et globalement, des bonnes surprises. Enzo Mio, ses débuts à Lali sont excellents. Ah oui, lui aussi qui est parti. Vraiment, il est au top. Et les matchs sont vraiment agréables à suivre. Il y a certains matchs, je vais pas mentir, qui manquaient un peu d'intensité. Mais par exemple, c'était à Hong Kong pour la Super Coupe, 90% d'humidité, 30 degrés. Donc ça, Zach Nani, diffuseur du foot saoudien. Globalement, c'était cool.